Christian Clavier, qu'est-ce qu'il a dit encore comme bêtise? Puisque j'ai vu un extrait passer en ligne et être beaucoup commenté autour de son apparition du coup dans le vidéoclub de Combini. D'ailleurs, petit rappel les gens, mais le vidéoclub en question, donc c'est JM Vidéo, je crois, qui est dans le 11e arrondissement si je me trompe pas. Il y a toute une cagnotte pour le sauver. Alors moi, personnellement, ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est que j'ai pas l'impression que Combini se bouge énormément pour sauver ce vidéoclub là, alors que c'est leur gros, enfin c'est un de leurs gros gagne-pain quand même ce vidéoclub. Je pense qu'ils ont gagné en vrai de vrai, sans plaisanter et en connaissant un petit peu comment ça marche les réseaux. Je pense qu'ils ont gagné potentiellement des millions. Potentiellement des milliers d'euros, en tout cas pour être plutôt safe, potentiellement des milliers d'euros juste avec ce vidéoclub. Je pense vraiment que c'est le cas parce qu'ils l'ont exploité énormément avec beaucoup de vidéos, que ce soit sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube également qui rapportent beaucoup. Je pense que vraiment ils ont eu un filon de potentiellement des milliers d'euros grâce à ce vidéoclub là et que là la campagne pour sauver le vidéoclub il demande pas énormément en plus mais forcément c'est quand même quelque chose où ça reste quelque chose qui pour moi est à sauver hein, ce vidéoclub là voilà, il demande 30 000 balles c'est franchement pas grand chose, donc là ils sont proches de leur but. Je vous partage quand même au cas où la cagnotte hein, si vous le souhaitez. Bon, je pense pas que ce soit la cagnotte la plus dingue du monde. Bah comment ils peuvent être en galère avec toute la visibilité qu'ils ont, parce que la visibilité ce n'est pas de l'argent. C'est un petit peu ça le problème, et que globalement c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont dans le vidéoclub après que ou qui passent devant. Enfin moi je sais que je suis passé devant plusieurs fois ce vidéoclub parce que c'est proche de là où je travaille par moment. Et en fait je vois ça et je me dis bah putain mais c'est vrai que c'est le vidéoclub de Combini. Voilà, je vais pas acheter des trucs là-bas, juste je vois que c'est le vidéoclub de Combini, je me dis ah chouette, et puis voilà quoi. Et globalement il y a aussi ce truc où, alors Combini du coup c'est une grande marque qui fait des millions de vues, pas tout le monde. Et déjà voilà, tu vois les prix là-bas, tu te dis ah oui c'est pas si accessible que ça, surtout pour des jeunes qui regardent Combini. Et globalement t'as quand même aussi ce côté où ça fait des millions de vues, mais pas tout le monde est nécessairement à Paris, pas tout le monde est nécessairement là-bas. Moi parfois j'ai des amis qui viennent en région parisienne et qui passent là-bas et qui se disent bon je vais peut-être m'acheter un ou deux DVD, ils voient le prix, ils se disent je vais m'en acheter qu'un seul. Enfin voilà quoi, c'est un petit peu ça, juste pour soutenir et pouvoir se dire bon j'ai acheté un DVD de JM Vidéo, JM Vidéo Club là, et voilà quoi. Et globalement j'ai quand même ce truc où c'est quand même, moi je trouve que le fait que Combini visiblement moi je pense que premier degré, ce qu'aurait dû faire peut-être, alors je sais pas si je vais conseiller ça à Combini, mais ce qu'aurait dû faire Combini c'est racheter le vidéoclub limite et dire et que ça soit une propriété de Combini, ne serait-ce que pour tourner leur format, ne serait-ce que pour tourner plein de trucs là-bas. Donc voilà, c'est quand même ce truc où a priori je pense que ça pourrait vraiment marcher pour eux dans une sorte de collaboration ou même juste un geste amical, je sais pas, mais en tout cas il y a clairement un truc que je trouve un petit peu dégueulasse dans le fait qu'il n'y ait pas d'implication. Je sais que ça a été noté dans les commentaires, qu'il y a plein de gens qui disent mais mettez au moins dans les commentaires la cagnotte, mettez au moins dans la description la cagnotte, je sais pas, faites un truc quand même pour essayer de sauver ce vidéoclub. Je sais pas s'ils ont fait de dons, j'ai quand même pas l'impression en tout cas qu'ils en parlent énormément, et c'est en fait des trucs qui sont autour qui en parlent. Donc c'est vraiment là où je trouve qu'il y a peut-être un petit peu un petit souci là-dessus, c'est que j'ai quand même pas l'impression qu'il y ait énormément de gens qui en parlent. En même temps d'ailleurs j'ai vu beaucoup de gens en parler et dire enfin notamment JM Vidéo Club qui en a parlé et qui a dit bah en fait sur les plateformes on a 2000-3000 films, chez nous on a 75 000 films je crois, un truc du genre, 50 000 films à peu près. Donc c'est quand même une grosse aussi, c'est une grosse culture qui se fait autour de ce vidéo club là. Il y a des stars qui y vont, je sais qu'il y a un épisode notamment, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup, c'est celui avec Bertrand Blier, où il y a notamment monsieur Mathieu Amalric qui y va et qui en fait il a emprunté des DVD, il les repasse, il revient pour en prendre, etc. Enfin, c'est vraiment ce truc où j'ai l'impression aussi qu'il y a plein de gens qui utilisent ce vidéoclub, ne serait-ce que comme bibliothèque, hein, tout simplement. Donc bon, c'est quand même ce truc où moi voilà je partage cette cagnotte là de manière très personnelle. Je sais pas si c'est la cagnotte sur laquelle il faut vraiment donner faire des dons, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui contribuent, et puis en vrai il reste 40 jours, ça devrait être financé a priori sur les 35 000 qu'ils demandent, ça devrait aller. Mais il y a quand même ce truc où je suis un peu circonspect du fait que Combini n'ait pas tenté un minimum de les aider,
peut-être que voilà, peut-être que c'est GM Vidéo qui ont lancé ça sans demander à Combini, et puis basta. Peut-être qu'il y a des programmes qui se forment aussi de leur côté pour faire ça, et puis que là, juste, ils ont été pris par le temps. C'est possible aussi, je vais pas non plus jeter l'opprobre dessus. Voilà, quoi. Pauvre Linguistic AI qui va être en concurrence face à un vidéoclub. Mais oui, enfin, c'est ça qui est dégueulasse. Et en plus, c'est deux trucs culturels. En plus, ça rentre dans le discours de Linguistic AI qui est de dire, ouais, bah, quand les gens ont moins d'argent, ils mettent moins dans la culture. Et donc, forcément, en fait, c'est aussi un témoignage du fait que du fait que il y a de moins en moins d'argent, il y a de moins en moins de gens qui mettent de l'argent dans la culture parce que les temps sont durs à cause de l'inflation. C'est un petit peu le premier robinet que coupent les gens quand il y a des difficultés financières, quoi. Et donc, il y a un extrait qui a fait un petit peu parler de ce vidéoclub, particulièrement avec Christian Clavier, c'est pour ça que je veux en parler. C'est que c'est un extrait où il parle de l'IA particulièrement. Et ça, moi, j'ai vu l'extrait tourner sur Instagram Reels, et j'ai envie d'en parler parce que moi, j'ai regardé du coup l'extrait mieux contextualisé là-dedans. Je crois que ça dure quelques minutes là-dessus. Et je me dis que quand même, dans l'extrait qui est contextualisé, je comprends à peu près où il veut en venir. Parce que bref, on va regarder un petit peu ça ensemble. Je sais ce qui va vraiment choquer, je sais que ça a vraiment énormément choqué les gens, qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, notamment dans la communauté doublage, et je sais qu'il y a des gens même dans la communauté culturelle qui en ont parlé, qui ont dit que c'est dégueulasse ce qu'il dit là, etc. J'ai quand même l'impression que c'est, en fait, je vois où il veut en venir quand il en parle. Je vois où il veut en venir quand il en parle. Il y a quand même un petit peu de ce côté-là. Espagnol, ça sent le sapin. En fait, pour contextualiser ce qu'il disait juste avant, l'extrait que je vais mettre à l'écran, en fait, il parlait précédemment du fait que le cinéma européen, de manière générale, se casse un petit peu la gueule, notamment le cinéma espagnol et le cinéma italien. Et là, du coup, il va dire ce qu'il va dire. Et ça, c'est dommage. C'était une patronne d'un grand groupe français qui m'a dit ça, très intelligente. Elle m'a dit, écoute, l'IA, l'intelligence artificielle, va nous permettre de résoudre nos problèmes de budget, en partie. On va pouvoir faire de nouveau. On peut très bien, aujourd'hui, grâce à l'IA, on va peut-être pouvoir refaire Weekend at Zuidcote. Si vous voyez Weekend at Zuidcote ou Dunkerque, regardez les deux films. Et dites-moi après, lequel est le mieux. Il y en a. Parce que, alors, du coup, Weekend at Zuidcote, c'est un film de Verneuil, je crois. Si je tape Weekend, et c'était un film déjà, Weekend à Zuidcote, qui est vraiment imprononçable, hein, bien sûr. Et c'était une adaptation d'un roman qui parlait justement de la bataille de Dunkerque, donc c'est le même sujet, quelque part. Et c'est un film qui a coûté pas mal et qui a rapporté, parce que ça a rapporté à l'époque, parce que bah il y avait Belmondo dans le rôle titre, Jean-Pierre Mariel, enfin voilà, il y a quand même ce truc où c'était tout de même un gros film. Et à côté, t'as les Américains qui viennent et qui font Dunkerque, qui est pas un remake non plus de Weekend at Zuidcote, parce que il y a quand même ce truc où bah, c'est l'approche de Nolan qui est tout à fait différente, mais on peut voir le film comme bah, c'est le même sujet mais traité par les Américains. Et donc en fait, attendez, un qui est tiré des bouquins de Robert Merle et l'autre qui est un film uniquement d'action. Oui, je ne comprends pas le propos. Weekend at Zuidcote avec Belmondo, avec dedans Mariel, avec Mondi, avec tous ces gens-là, c'est remarquable. Bon, mais c'est un film de très gros moyens. Les films de Verneuil étaient avec beaucoup de moyens, énormément de figurants, enfin, les plages de Dunkerque pleines de monde, de carcasses de bagnoles et d'avions qui bombardent. Donc elle dit, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir, nous les Européens, résoudre une partie de nos problèmes de budget par rapport au cinéma américain. On va... Alors là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur cet extrait-là, parce que j'entends en fait ce qu'il veut dire dans le côté où on a constamment un retard sur les films américains parce qu'on a moins de budget. C'est cette fameuse idée que, enfin cette fameuse phrase qui est en France on n'a pas de moyens mais on a des idées. On n'a pas de pétrole mais on a des idées. Enfin voilà. Je sens le truc. Non mais je sens le truc où et c'est en ça que je vois le rapport avec l'IA, tu demandes ça, Mister HS, le rapport entre ces deux films qui traitent du même sujet et l'IA. C'est de se dire que, en fait, pendant un temps, on voulait vraiment faire du cinéma qui rivalisait avec les Américains. Notamment, c'était la démarche de Luc Besson. Hein. Luc Besson voulait faire ça. Luc Besson voulait construire une sorte de gros Hollywood européen avec EuropaCorp en rassemblant les fonds qu'on pouvait trouver en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Et en France également, bien sûr. Il voulait rassembler tous les fonds et créer une sorte d'Hollywood européen. Parce que virtuellement, on pourrait rivaliser avec l'Amérique. Il n'y a pas de raison. Si on fait quelque chose d'européen, on peut rivaliser avec l'Amérique. Parce qu'on est tout aussi nombreux. On pourrait s'exporter. On pourrait faire des films à très gros budget. Ça, ok.
le problème, et là peut-être où on n'est pas nécessairement d'accord dans la démarche, c'est de se dire que on peut faire des gros films français blockbusters qui marchent bien. On l'a vu l'année dernière avec Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, même le Astérix de Guillaume Canet a plutôt bien marché. Mais surtout, comment dire, est-ce que l'aspérité qu'on devrait avoir en tant que peuple français, en tant que cinéphile français, c'est vraiment de vouloir rivaliser les Américains? Parce que ce qu'on voit, c'est que le système américain est actuellement en train de se péter la gueule, et en plus, j'ai quand même l'impression que c'est des films qui survivent basiquement, quoi, qui survivent de manière assez précaire, où ils sont un petit peu en train de se péter la gueule. Est-ce qu'on a envie vraiment de ne compter que sur les gros films d'action pour pouvoir réussir, quoi? Donc bon, Hong Kong, il faisait pas des gros films d'action sans le budget des Américains, mais bien sûr, il faisait... Enfin, moi, là où je comprends pas, c'est de se dire, on va rivaliser avec les Américains en augmentant les budgets, comme ça on augmente les recettes. Non, c'est possible d'augmenter les recettes, tout simplement en permettant d'avoir un meilleur accès au cinéma en France, d'avoir un meilleur accès au cinéma en Europe, et de pouvoir un petit peu s'exporter entre nous, et même s'exporter aux États-Unis, tout en gardant nos budgets qui sont... On peut le dire ridicule, mais en fait c'est juste utiliser du système D, utiliser de la pratique qui permet vraiment de rivaliser avec les Américains. Il y a des films qu'on voit aux États-Unis ou je sais pas, au Japon, par exemple Godzilla Minus One, je l'ai en tête, qui a coûté moins de 10 millions d'euros. Pourtant, c'est un film qui est ultra impressionnant, tout du long. Et pourtant, ça a coûté moins de 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on met pas des ranquignols derrière et qu'on donne des petits budgets à des gens qui savent gérer des petits budgets pour pouvoir pour pouvoir faire des belles images. Et ça, là-dessus, c'est vraiment ultra clé, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, c'est là où je trouve que il y a quelque chose qui est absolument fou, quoi. Et effectivement, enfin, l'obsession qu'on peut avoir pour les Américains, moi, je trouve qu'elle est totalement folle, quoi. Et voilà, et moi je suis d'accord avec toi, Rosé Chevalier, c'est qu'au bout d'un moment, faut donner des millions à des gens qui savent gérer des millions. Quand on donne des millions à Christophe Gans, ça a pas la même gueule que quand on la donne aux gens qui ont fait Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. C'est quand même ce truc aussi, quoi. Donc bon, on s'est trop américanisé sur plein d'aspects, donc les cachets donnés aux acteurs. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais oui, c'est pour ça que moi, quelque part, la take de la part vraiment de Christian Clavier, je l'entends. Mais je pense qu'il l'entendrait moins si on commence à dire, bah par contre, si tu veux qu'on réduise les coûts, faut pas nécessairement passer par l'IA. Peut-être qu'il faudrait passer par l'IA pour réduire les coûts, mais bon. En fait, je trouve que la take de dire il faudrait passer par l'IA, je me dis oui, comme si les Américains n'utiliseraient jamais l'IA. C'est quand même un truc où ça me paraît un petit peu délu à ce niveau-là. Et globalement, il n'y a pas... Enfin, en plus, l'IA, de manière générale, c'est vraiment un mot fourre-tout qui veut rien dire. Bon, ça, pourquoi pas. Mais je pense que la take qu'il aimerait beaucoup moins, c'est que si on lui disait, bah, c'est possible de réduire les coûts, c'est juste qu'il faudrait réduire le cachet des acteurs qui prend actuellement énormément de place dans le budget des films. Je pense que là-dessus, il aimerait beaucoup moins cette opinion-là. Donc voilà, quoi. Et globalement, enfin, c'est quand même ce truc où je me dis que oui, l'IA, c'est un mot fourre-tout et qui veut tout et rien dire. Mais voyons voir où il va en venir particulièrement. En plus, pouvoir se doubler Ah, entièrement, nous, si vous voulez, la porte ouverte vers le marché américain nous a toujours été fermée par une idée absolument brillante qu'ils ont toujours eue, qui a consisté à dire doubler nos films, ça sera bien pour nos films, et ça l'a été, et c'est bien pour nos exploitants de salles, et c'est... il y a eu aussi le plan Marshall, hein. Il y a eu aussi ce fait qu'il y a une hégémonie culturelle de manière très générale, où en fait, c'est même sans compter sur le doublage, parce que je sais que c'est un truc qui est dit, par exemple, dans ce côté où le truc qui est de dire, ouais, le doublage a permis l'hégémonie culturelle des États-Unis. Super. Pourquoi on chante du Michael Jackson, du coup? Parce que lui, il chante en anglais, on comprend pas les paroles, mais pourtant, on chante du Michael Jackson, on trouve que c'est trop bien. Et pourtant, bah, il chante en anglais, il a jamais chanté en français. Mais pourtant, on le chante chez nous et on n'a jamais fait, enfin, on n'a jamais fait d'adaptation de ces chansons, etc. Parce que ça aurait pas de sens. Parce qu'en plus de la musicalité de la chose, ça serait plus compliqué. Mais du coup, est-ce que ça passerait vraiment par le doublage, l'hégémonie culturelle américaine? En partie, ça, je suis d'accord, tout à fait. Mais c'est pas que ça, au bout d'un moment, les gens. bien pour le public, mais en revanche, nous ne pouvons pas doubler les vôtres chez nous, parce que notre public ne supporte pas que les lèvres ne soient pas exactement comme elles doivent, que les cycles ne soient... Oh là là. Mais ça, de toute manière, c'est juste un truc aussi où, tout simplement, il y a un chauvinisme de manière générale, mais c'est quelque chose qui est dans tous les pays. C'est quelque chose qui est dans tous les pays au monde. Il y a un chauvinisme de manière générale où on n'a pas envie
enfin, le public de manière générale, dans le monde entier, n'a pas trop envie d'entendre une autre langue que la sienne quand il va au cinéma. Il a plutôt envie d'entendre ses propres langues. Quand on regarde le box-office de chaque pays individuellement, généralement, c'est un film de son pays qui est dans le top, qui est au moins dans le top, pour peu qu'il y ait de la production de qualité et qu'il soit reconnu, tout de même. En Italie, c'est le cas, au Brésil, c'est le cas, en Chine, c'est le cas, au Japon, c'est le cas. Je crois même qu'en Russie, c'est le cas également. Donc il y a vraiment ce truc, et chez nous, c'était le cas l'année dernière, avec un petit truc en plus. Donc généralement, ça arrive, hein, évidemment, qu'il y ait des films américains qui se glissent dans le top, sur le top 1 ou ailleurs, mais généralement, il y a quand même cet aspect où, et nous particulièrement, on est un pays très cinéphile, et où on produit de la bonne qualité de film, et où on arrive à rivaliser, ne serait-ce que notre petit pays qui fait quasiment 5 fois moins en termes d'habitants que les États-Unis, on arrive quand même à rivaliser avec eux, quoi. Donc c'est quand même ce truc où... comment dire, c'est quand même ce truc où moi j'entends à peu près ce qu'il veut dire, dans le côté où, oui, les Américains n'aiment pas quand les films sont doublés. Je me souviens d'ailleurs d'une critique qu'on retrouvait, je crois que c'était pour un film d'Alexandre Aja, celui celui où il y a des électrochocs, je crois, sur l'affiche, je sais plus, un logo d'électrochoc, si je me souviens bien, il y a une ambiance jaunâtre, je sais plus exactement le nom du film, et quand en fait on va sur la page Rotten Tomatoes du film, ce qu'on retrouve, c'est des critiques qui disait ah, c'est un super film, par contre le doublage est nul à chier. Sauf que bah putain, alors en fait, parce que les critiques américains, que ce soit les spectateurs et les critiques américains, sont tellement peu habitués d'entendre du doublage qu'en fait ils sont offusqués par le fait que des films soient doublés. Et donc ils sont offusqués par ça, mais parce qu'en fait ils sont tellement dans une hégémonie culturelle. Voilà, c'était Haute Tension. Je crois que si tu tapes Haute Tension Rotten Tomatoes, qu'on va regarder un petit peu, c'est quoi le score sur Rotten Tomatoes de Haute Tension, et qu'on regarde je crois qu'il y a... Non, c'est pas celui-là. Mais c'est High Tension Reviews. Non, c'est pas celui-là. Mais putain, il est où? Switchblade Romance, Haute Tension, ouais, High Tension. Et si je regarde du coup sur Rotten Tomatoes, le score de ça, alors, il y a de la bonne tension dans ce slasher français, mais le doublage est mauvais. Et le plot twist de fin est impossible à comprendre. Donc il y a vraiment ce truc où, en fait, ils sont dans une telle hégémonie culturelle que, comme tu dis, Vouk, ils ne lisent pas trop les sous-titres non plus. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin ni de lire des sous-titres, ni de regarder des films doublés. Pourquoi? Parce que ils ont une hégémonie culturelle tout à fait folle, où en fait, quand t'es états-unien, tu pourrais ne regarder que des films états-uniens, que des films hollywoodiens même, et ne jamais te lasser, parce que l'industrie produit tellement de films de manière générale, l'industrie américaine, qu'il n'y a même pas besoin d'aller rechercher ailleurs, quoi. Donc il y a quand même ce truc où, peu importe que ce soit des sous-titres, que ce soit des doublages, en fait, ils en ont rien à foutre. Et en fait, je pense que là, ce qu'il essaye de mettre en place avec cette idée de se dire, on va utiliser l'IA pour pouvoir permettre de faire des doublages de très grande qualité, parce que, en fait, eux, c'est juste qu'ils sont très très exigeants. En fait, l'idée selon laquelle les Américains sont très très exigeants en termes de doublage me paraît tout à fait folle. Et je me dis, mais on a déjà... les doublages ricains, généralement, de films français sont parfois réalisés en France, avec des gens qui sont habitués à ça. Notamment, je crois que c'est Casey Chase qui a beaucoup réalisé des doublages américains pour des films français. Et en fait, le truc qu'on retrouve là-bas, c'est qu'en fait, c'est parfois des gens qui sont experts en la matière, qui sont bilingues, trilingues, qui savent super bien parler le français et l'anglais, et qui savent super bien jouer dans les deux camps, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, l'idée de se dire que les doublages américains de films français seraient pas d'assez bonne qualité, je l'entends, pourquoi pas, et de se dire que il faudrait que les doublages soient d'encore meilleure qualité, et pour ça il faudrait injecter de l'IA à l'intérieur, me paraît par contre un petit peu délu. Je sais qu'il y a des IA qui sont dévoués au fait de changer les mouvements des lèvres pour que la lip sync soit absolument parfaite, parce que c'est ça qui dit. Ne soit pas parfait. Cette chose-là va disparaître. Ne soit pas exactement comme elle doit, que le lip sync ne soit pas parfait. Voilà. L'idée c'est que le lip sync n'est vraiment pas parfait sur des doublages français, sur des doublages américains de films français, et je me dis, oui, mais en même temps, ils n'ont de toute manière pas envie de regarder des films étrangers. Mais peu importe que ça soit des sous-titres, que ça soit des doublages, même quand ils sont bien faits, ils n'ont de toute manière pas envie de regarder des films étrangers. Tout comme nous, je veux dire, on va voir un film, je sais pas, même alors après, on a une culture plus cinéphilique, évidemment, mais il y a des films comme ça, étrangers, qui vont passer.
on va pas nécessairement avoir envie de les voir. Déjà parce que parfois ils sont pas doublés, mais aussi parce que parfois le public français va tout à fait dévier. Et en fait, se réfugier dans les films américains, parce que c'est des licences qu'ils connaissent, parce que c'est des gros films à gros budget avec des acteurs qu'ils connaissent également. Pour plein de raisons comme ça, ils vont se réfugier dans les films américains ou britanniques. Les films iraniens, les films, je sais pas, moi, les films coréens, bah, tout simplement, il y a plein de films coréens qui sortent actuellement, il y a plein de films taïwanais, chinois qui sortent actuellement, mais comme il n'y a pas de stars dedans, les films bollywoodiens, voilà, RRR, ça a quand même des grandes stars à l'intérieur, pour autant, ça a pas cartonné en France, quoi. C'est quand même ce truc-là où il faut s'en rappeler. Ça n'a pas fait des millions d'entrées. Pourtant, c'est de la qualité, c'est des super films, évidemment. Mais juste, comme le public n'est pas habitué à voir ces stars-là, et pourtant c'est des grandes stars, le public n'est pas habitué à voir ces stars-là, ils n'ont pas nécessairement envie, et quand je dis le public, c'est le grand public, hein, évidemment, il y a des gens qui ont envie de voir ces films-là. Bien sûr, moi j'ai envie de voir RRR tous les jours, mais il y a quand même ce truc où il y a plein de gens qui n'ont pas nécessairement envie d'aller voir ces films-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas de stars, il n'y a pas de gens qui connaissent, etc. Et là-dessus, je pense qu'en fait, c'est une sorte de c'est un pansement sur une plaie ouverte qu'il essaye de mettre en place, de se dire ouais, mais si on fait des doublages qui sont super bien avec l'IA, peut-être qu'on pourra exporter nos films. En fait, je comprends l'idée. C'est là où je trouve qu'il a pas tort là-dessus, c'est que je comprends l'idée de se dire l'IA pourrait peut-être nous permettre, alors l'IA dans le sens très large j'ai envie de dire, mais l'IA pourrait peut-être nous permettre de générer des doublages qui soient de super super bonne qualité, avec vraiment un truc qui est absolument parfait, mais où je trouve qu'il y a beaucoup de points qui sont un petit peu problématiques, peut-être pas problématiques, mais qui sont un petit peu délus, en fait, dans ce qu'il essaye de voir. Je sais pas, typiquement, un film qui a pas mal marché aux États-Unis, dans une sphère très niche cinéphile, même on peut citer 2 films qui ont très bien marché aux États-Unis dans une sphère très niche cinéphile, c'est Anatomie d'une chute et Portrait de la jeune fille en feu. Et je vais essayer de retrouver, Portrait de la jeune fille en feu, je vais essayer de retrouver combien ça a fait au box-office aux États-Unis. Parce que Anatomie d'une chute, il a plutôt bien marché aux États-Unis, dans son box-office, ricain, tac tac tac, et il a bien marché chez nous, il a fait quasiment 2 millions d'entrées, tu te dis bah oui, c'est plutôt un score assez honorable, et donc il a fait quasiment 15 millions, ça ok, et aux États-Unis, il a aussi plutôt bien marché, il a fait 5 millions, et donc on se dit mais en fait, c'est pas non plus un immense carton non plus, quoi. Et pareil, je vais regarder pour Portrait de la jeune fille en feu, qui a aussi plutôt bien marché. Tac tac tac, je vais regarder un petit peu. Ah bah il n'y a pas de box-office, super. Mais, mais en tout cas, ça s'est rentabilisé. Aussi tout simplement parce que quand je dis ces films-là ont plutôt bien marché, c'est que Anatomie d'une chute, il a coûté 6 millions de dollars, il a rapporté 36 millions. C'est quand même 5 fois plus. Donc après, sans compter le marketing, tout ça, mais c'est quand même énorme. Donc il y a quand même ce truc où moi je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un marché immense grâce à l'IA, grâce au fait de pouvoir exporter nos films plus particulièrement aux États-Unis, alors qu'on pourrait juste garder nos budgets comme ça, qui font en plus des super films, hein, d'ailleurs, parce que là on pense que purement marketingment parlant, mais on fait des super films hein, quand même. Donc c'est là où je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez délu, quoi. Alors que le problème principal, c'est les films de merde dans lesquels ils jouent qui participent à corrompre le goût des spectateurs. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc moi, je vois pas également où il veut en venir là-dessus, quoi. C'est forcément des films qui doivent s'approcher des festivals chez eux aussi pour qu'ils s'y intéressent un minimum. Alors, mais évidemment, évidemment. Je pense que des films... Après, tu dis ça, mais Portrait de la jeune fille en feu a tourné quand même dans des festivals. Je crois pas qu'il ait gagné tant de choses dans des festivals, hein. C'est juste purement que les gens aiment bien Adèle Haenel à l'international. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà quoi. Pourquoi serait-on absolument tourné comme des tournesols vers les États-Unis? Bah oui. Enfin, je vois pas pourquoi on se tournerait vers les États-Unis, quand bien même il y a aussi d'autres choses. Et d'ailleurs, on va en parler après, je pense, avec Thomas Holland. C'est que, rappelle les gens, c'est Lagos, je crois, au Nigeria. Rappelle déjà les gens que le Nigeria, c'est la plus grande production de cinéma au monde. Nollywood, on appelle ça. Il produit, je crois, 2000 films par an. C'est le pays qui produit le plus de films au monde. En tout cas, c'est ce qui se dit, hein, bien sûr. Je sais pas si les chiffres sont toujours actuels par rapport à d'autres industries. Et je pense que... oui, Kliksama. Mais je pense que
on peut aussi se dire qu'on pourrait se tourner tout simplement plus vers la francophonie, vers enfin, le fameux mythe de la France-Afrique. Bon, après, évidemment, il y a un côté plan Marshall 2.0, je pense, qui est peut-être regrettable, bien sûr, mais je sais que quand je travaillais chez Allociné, c'était quelque chose qui m'hallucinait, personnellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Kiksama. Mais c'était un truc qui m'hallucinait, personnellement, quand je travaillais chez Allociné. C'est que quand je regardais les vues, d'où venaient les vues de tous les contenus qu'on faisait sur Allociné, c'était vraiment quasiment 50% qui venaient en dehors de la France. Et donc je me disais, ok, mais pourtant on fait du contenu en français, purement en français, quoi. Et donc, en fait, il y avait quasiment peut-être 30% qui venaient de pays africains, qui venaient de pays qui parlent français en Afrique, quoi. Et donc c'est quelque chose, moi, personnellement, où je trouve que il y a vraiment quelque chose à jouer là-dedans pour essayer, sans compter vraiment sans compter vraiment ce truc de vouloir aller vers les États-Unis. Je pense que juste se rapprocher de la francophonie et mieux distribuer les films là-bas. Alors, il y a aussi quelque chose de l'ordre également, enfin, et là on rentre dans des aspects qui sont bien plus techniques évidemment, presque également colons, hein, bien sûr, ça je l'entends, je pense que le discours peut être entendu comme ça m'étonnerait pas si ça venait de Christian Clavier, bien évidemment, mais peut-être ça étonne plus si ça vient de moi, mais il y a aussi des aspects bien différents où je me souviens typiquement à un moment, je crois que chez Allociné ça a ouvert une aile pour parler pour Allociné Côte d'Ivoire si je me trompe pas, et je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Et en fait, on nous a dit, c'est quand même un truc où juste on a utilisé des aides à droite à gauche qu'on avait, parce que en Côte d'Ivoire, parler de cinéma, il y a 3 cinémas en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était ce pays-là en tout cas. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc où, moi, il y a aussi un accès au cinéma qui est bien différent dans certains pays en Afrique, évidemment. Mais en tout cas, je pense que si on sort purement de l'Hexagone, qu'on va en Belgique, ne serait-ce qu'en Europe, en Belgique, en Suisse, il y a quand même déjà un gros terreau pour pouvoir exporter nos films. Quand on part au Canada, au Québec, évidemment, je pense qu'il y a un gros terreau pour exporter nos films. Pourquoi vouloir se tourner exclusivement vers les États-Unis? C'est quand même quelque chose qui est assez regrettable. Donc, a priori, c'est pas non plus génial, quoi. Cette chose-là va disparaître. Donc ça va peut-être laisser une chance d'éviter ces achats de remake et de remplacer ça par des exploitations de films. Alors oui, parce que du coup, c'est un petit peu d'ailleurs ce que se dit évidemment les États-Unis, ce qui se dit aux États-Unis, c'est de se dire, en fait, au lieu d'adapter les films et de vraiment faire exactement faire un doublage pour pouvoir exploiter le film et pour pouvoir garder l'argent chez nous, on va faire des remakes des films. Sauf que le problème, les gens, c'est que le remake, il a 2 avantages. C'est pas seulement le doublage, c'est pas seulement le fait que ça parle en anglais, c'est aussi que Intouchable, il y a eu un remake typiquement de Intouchable. Je crois, je sais plus, il a pas le même nom aux États-Unis, mais il y a eu un remake d'Intouchable parce que c'était une comédie super populaire. Et en fait, dans Intouchable, on a Omar Sy et François Cluzet. Qui connaît François Cluzet aux États-Unis? Qui connaît ce type-là aux États-Unis? Personne. Omar Sy commence un petit peu à être connu aux États-Unis, mais il est connu comme le Frenchie. Mais par contre, et qui connaît Audrey Fleurot aux États-Unis? Personne. Mais par contre, aux États-Unis, il y a Kevin Hart, Bryan Cranston et Nicole Kidman, qui sont des superstars connus à l'international. Voilà, The Upside. The Upside, le remake du coup d'Intouchable, il y a Kevin Hart, Bryan Cranston et Nicole Kidman, qui sont quand même des superstars. Je pense qu'on peut se le dire. Donc vous tapez The Upside, qui est sous un autre jour, et ben dis donc. Et en fait, le casting, avec en plus Golshifteh Farahani, ça je savais même pas, mais le casting est déjà immense en fait pour ce film-là. Et surtout, vu que le casting il est immense, si on regarde un petit peu le budget, c'est clairement pas le même. C'est 37 millions de dollars. Alors que si on regarde Intouchable, son budget, j'imagine que c'est beaucoup moindre. Voilà, c'est quasiment 3 fois moins. Donc forcément, le budget, il est bien moindre. Et ce qu'on regarde d'ailleurs, c'est que le ROI, le retour sur investissement, pour l'Intouchable, ça a été un putain de carton. Parce que aussi, ça a été un carton européen, à l'international, évidemment. Enfin voilà. Mais là où The Upside, alors ça a bien marché. Ça a quand même plutôt bien marché, ça je pense qu'on peut se le dire. Ça a rapporté plus de 100 millions, ça ok. Mais c'est quand même un film qui a rapporté bien moins comparativement. Déjà bien moins de manière nette, hein, bien sûr, mais bien moins comparativement qu'Intouchable. Enfin, c'est quand même ce truc où ça me paraît assez délusoire de se dire que
les États-Unis vont arrêter de faire leurs remakes avec leurs acteurs, tout simplement parce qu'on parle pas exactement la même langue. Il y a un remake là qui est sorti de High and Low de Kurosawa, Highest to Lowest de Spike Lee, où et c'est juste parce que c'est juste le même film mais avec Denzel Washington, quoi. Et en moins bien, bien évidemment. Et c'est pareil d'ailleurs, Spike Lee qui avait déjà fait un remake de Old Boy, sachant que Old Boy, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, qui ont adoré, et qu'il n'y a pas tellement de cette barrière-là. Je pense que cette barrière-là, elle existe pour le grand public, hein, bien sûr. Mais je me dis, c'est là où je trouve que l'idée est totalement folle, quoi. Et je me dis, mais c'est un peu d'élu aussi, quoi. C'est un peu d'élu de se dire que les Américains vont arrêter leur remake juste parce que le doublage sera absolument parfait. Non, parce que de toute manière, ils connaissent pas les acteurs. Pourquoi ils voudraient aller voir ces films-là? Aller voir un film aujourd'hui, c'est quand même pour le grand public, c'est pour aller voir des acteurs. Et tu vas plus avoir envie d'aller voir Bryan Cranston que François Cluzet. Alors oui, François Cluzet, il est peut-être un petit peu connu grâce à un film de Tavernier, comme tu le notes, Poisson. Ok, mais est-ce qu'il est plus connu que Bryan Cranston? Surtout, je crois que c'était en 2015 qu'il s'est sorti The Upside, 2017. Est-ce qu'il est plus connu François Cluzet aux États-Unis et même dans le monde que Bryan Cranston en 2017? Je pense qu'on peut se dire quand même qu'il y en a un qui est plus connu que l'autre. Et pareil pour Kevin Hart, qui est quand même plus connu à l'international que Omar Sy, et évidemment Nicole Kidman qui est bien plus connue que Audrey Fleurot. C'est quand même ce truc là, quoi. Cluzet dans Breaking Bad, j'y pense. Non mais Cluzet par contre dans un remake de Breaking Bad, ça serait génial. Et d'ailleurs tu mentionnes Breaking Bad, mais il y a eu des remakes de Breaking Bad qui ont été faits, notamment c'était Metastasis, je crois. Il y a eu un remake québécois si je me trompe pas également. Enfin il y a vraiment ce truc où juste, il y a une pratique du remake qui se fait de manière générale, tout simplement parce que on consomme moins quand c'est pas dans notre langue. Il y a un remake plus récemment de mais enfin, je suis quand même le mec qui toque, mais enfin, je suis quand même le danger, Skyler. Mais il y a quand même ce truc où, genre, typiquement, j'en parle parce que récemment, il y a eu Oui de Nadav Lapid qui traite de la société israélienne, et il y a eu également un remake. Il y a quelques années, hein, je crois, d'une série israélienne qui était très connue, qui s'appelle, putain, comment ça s'appelait? En thérapie. Voilà, En thérapie. À la base, c'était une série israélienne qui avait plutôt bien marché, donc les gens ont racheté les droits en France pour faire En thérapie. Et je veux dire, même, je pourrais aller beaucoup plus loin et dire qu'il y a eu un remake également qui s'est fait plutôt connaître, qui s'appelle House of Cards. House of Cards, à la base, c'est un remake d'une série britannique qui est la même série, tout comme The Office est également un remake d'une série britannique. Mais pourquoi? Parce qu'on s'adapte en fait dans la condition de vie aux États-Unis pour faire quelque chose. Et voilà, Euphoria est également un remake d'une série israélienne. Donc il y a vraiment, en fait, la langue et la barrière de la langue n'est pas comment dire, la barrière de la langue. C'est une barrière, évidemment, la barrière de la langue, mais c'est pas la seule barrière. Je pense que la barrière, tout simplement, de moins connaître les gens et de moins connaître les personnes et de moins également être adapté à la culture de la personne, c'est compliqué. Quand tu adaptes, si tu fais un doublage autour de Intouchable, comment tu vas adapter le fait qu'il est en train de téléphoner à la CAF? Vu qu'ils n'ont pas de système comme ça aux États-Unis, comment tu adaptes ça? Du coup, tu adaptes ça différemment. Et donc, tu es obligé de faire un remake si tu veux vraiment t'adapter aux choses. Tu peux pas juste passer par le doublage. Le doublage, c'est pas quelque chose de magique qui va tout bonnement adapter tout ce qui se passe à l'écran pour ce public-là. Donc, c'est quand même ce truc où. Et puis voilà, pareil, Caméra Café également, qui a été un remake. Donc, voilà quoi. Et Clavier, c'est de quoi il parle avec Les Visiteurs version US dans lequel il a joué, mais bien sûr. Et où c'est aussi un remake de son propre film, quoi. Enfin, du film de Poirier dans lequel il a joué. Peut-être. Mais ça aura un impact sur les comédiens de doublage. Ah, petite question quand même. Oui, effectivement, ça pourrait avoir un impact sur les comédiens de doublage. Bon, on va voir sa réponse. Bon, vous vous doutez de sa réponse. Oui, ça aura un impact sur les comédiens de doublage, bien évidemment. Les comédiens de doublage vont avoir un problème, bien sûr. Mais ça, toutes les avancées technologiques ont posé des problèmes à un certain nombre de métiers. Après, moi je suis d'accord. Enfin, c'est un petit peu ça. Après, est-ce que l'avancée technologique a vraiment une utilité? Ça, moi j'y reviens là-dessus. Hein. Est-ce que ça a une utilité? Je pense que non. Mais c'est pas faux. C'est pas faux que toute avancée technologique met des gens sur le carreau. Et c'est un peu d'ailleurs le problème. Voilà, il a pas tout le monde qui dit il a pas tort. Mais
il a pas tort là-dessus. Toute avancée technologique met des gens sur le carreau. Quand on fait quand on met en scène les CGI, on met en scène sur le carreau énormément de maquilleurs, énormément de corps de métier, tout simplement. Et après, voilà, est-ce que c'est une avancée? Oui, c'est une avancée technologique, c'est le progrès. Le sens du progrès veut qu'il y ait tout simplement des IA qui sont un petit peu partout. Parce que c'est un outil qui peut être utilisé, et puis voilà. Et selon certaines mesures, ok, pourquoi pas. Oui, voilà, il y avait des gens qui étaient matte painter. Pendant un temps dans l'animation, il y avait des gens qui tout simplement coloriaient. Enfin, on leur disait, bon bah, je sais pas, il y avait je sais pas, la petite sirène. On lui disait, bon bah, la queue, tu la couleur de telle couleur, tu la colorises de telle couleur. Le corps, tu le colorises de telle couleur. Et moi, je vais continuer à animer le reste. Et bah ça, aujourd'hui, c'est 3 clics sur un écran pour dire bon bah voilà, tel, tac, 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 et puis voilà. Et puis ça remplit totalement le corps et la queue de la petite sirène, enfin, et les cheveux de la petite sirène, etc. Donc aujourd'hui, oui, il y a plein de métiers qui vont disparaître avec l'IA, tout simplement, parce qu'il y aura des métiers qui sont assez rébarbatifs en plus, généralement. C'est un petit peu ça aussi, hein, quelque part, qui est peut-être mieux, pourquoi pas. C'est que effectivement c'est des métiers qui sont parfois rébarbatifs, les coloristes, les intervalleurs dans l'animation, c'est quand même des métiers assez douloureux, mais c'est aussi des métiers où tu te formes. C'est là aussi où ça peut être un petit peu particulier, c'est que c'est aussi des métiers où tu te formes qui sont là-dedans, quoi. Surtout qu'il fallait faire les mélanges couleurs à la main et tout, donc vraiment c'est tout un savoir-faire qui est mis de côté, etc. Mais bon, oui, voilà. Après, est-ce que ce savoir-faire sert à quelque chose? Oui, mais en même temps non. Enfin, c'est un petit peu ce truc là où il y avait des gens qui étaient spécialisés là-dedans, qui faisaient, enfin, il faut se dire, il y avait des gens, ils étaient connus comme étant les gens qui faisaient les meilleurs mélanges couleurs, quoi. C'est quand même ce truc où c'est assez hallucinant de se dire aujourd'hui, ouais, moi je fais les meilleurs mélanges couleurs, et c'est des gens, c'était des têtes qui sont ultra reconnues aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ça qui est assez dingue, quoi. Et aujourd'hui, ça paraît un petit peu dérisoire presque. Ça, je sais pas comment vous dire, on ne reviendra pas à la télévision noir et blanc une fois qu'on a la télévision en couleur. On peut le regretter en disant il y avait beaucoup plus de contraste, c'était beaucoup plus beau le noir et blanc, mais bon. Alors après, là, moi, où je suis pas d'accord, c'est que, enfin, comme certains disent dans le chat, il y a encore des matte painters, c'est possible de revenir en arrière, c'est possible de revenir dans des esthétiques noir et blanc. Je sais que j'ai vu un TikTok tout à l'heure qui parlait des films qui sont encore en noir et blanc après le passage à la couleur. Ayen Lo en partie qui travaille là-dedans, les aides du désir également. Je pense tout simplement qu'il y a un truc où en fait le doublage et le savoir-faire du doublage ne va pas disparaître, hein, tout simplement. Oui, The Artist qui est en noir et blanc, mais même on peut aller plus loin et citer Polytechnique par exemple. Parce que autant The Artist c'est un film qui parle de cette époque-là. Mais Polytechnique, c'est un film qui est en noir et blanc, entièrement, et pourtant il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et il y avait cette possibilité d'être en couleur, quoi. Mais c'est juste, ça dit quelque chose également là-dessus, quoi. C'est même pas revenir en arrière, on fait des matte painting aboutis dans tous les blockbusters, la technique a seulement changé, mais bien sûr. Bah, c'est parfois des matte painting numériques, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, c'est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu'ils se reconvertissent dans autre chose. Et puis ça, moi là où je le rejoins, c'est de me dire, bah ça reste des comédiens, donc il faudra juste faire de la comédie ailleurs, entre guillemets. Mais en même temps, bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde aussi. Et en même temps, on va en parler d'ailleurs, j'ai mis un TikTok aussi de côté là-dessus. Ça rappelle les gens qui disaient que la pellicule allait mourir après le numérique. C'est arrivé un court instant et l'argentique est massivement revenu, mais bien sûr. Enfin, les technologies partent et reviennent, quoi, évidemment. Les films que je fais se vendent très souvent à l'étranger, donc il y a des gens très bien qui me doublent en Allemagne, en Italie, mais quelque part je vais être aussi plus content, moi, de ne pas être doublé, et que je joue moi dans ces films-là. Il faut quand même... Ça, à la limite, je comprends le côté où... Enfin, ça rentre d'ailleurs dans quelque chose, c'est que y a eu récemment tout un truc par rapport au doublage de Françoise Cadol qui a été fait par IA. En gros, pour ceux qui ne sauraient pas, du coup, il y a eu un remaster des Tomb Raider 4 à 6 et où du coup, il y a eu un redoublage partiel qui a été fait par IA pour le personnage donc de Lara Croft, où en fait je vais vous montrer un petit peu entre la VF originale et la VF refaite par IA, mais en fait ils ont redoublé certaines répliques parce que ça collait plus trop avec les conditions, enfin les conventions de game design aujourd'hui. J'ai cette impression que c'est sur ce truc là, et c'est uniquement des phases dans le tutoriel où ça se concerne, et je vais vous faire écouter un petit peu. Je suis en sécurité ici, mais je dois trouver un moyen de sortir. Déplace-toi avec les touches de déplacement. Voilà. Je suis en sécurité ici,
mais je dois trouver un moyen de sortir. Pour se déplacer, appuyez sur avancer, gauche ou droite. Voilà, donc on sent quand même que c'est pas elle. Et en fait, le truc, c'est que il y a eu tout un tollé autour de ça. Françoise Cadol qui s'est exprimée plusieurs fois et qui a parlé plusieurs fois de ça. Et qui a dit, bah oui, mais là où c'est bizarre, c'est que c'est ma voix. Et en même temps, c'est pas moi. Et c'est quand même quelque chose où, je te rejoins là-dessus, Vouk, c'est que ce serait même pas lui qui joue, ça serait une imitation désincarnée, recrachée par une machine. Mais en même temps, ça serait un petit peu lui également. Donc il y a quand même ce truc, oui, j'ai l'impression d'être sur le code de la route. On sent vraiment que c'est une version par IA parce que c'est dégueulasse et ça a été pointé du doigt, tout le monde a dit bah oui, c'est de l'IA, c'est dégueulasse. Et il n'y a même pas eu besoin de la confirmation de Françoise Cadol de dire bah j'ai même pas été prévenu, on m'a même pas appelé, on m'a même pas demandé mon avis pour que les gens disent bah oui, c'est de l'IA. Et globalement ça rentre également dans quelque chose, c'est que comment dire, les versions par IA, là où je pense que c'est le plus désobligeant, c'est pas nécessairement de perdre de l'argent. Alors, c'est un pied dans la porte, c'est ce que vous voulez. C'est pas nécessairement le fait de perdre de l'argent. C'est surtout en termes comment dire, de rapport à soi, de rapport même... Je le dis pas dans le sens négatif, mais de rapport égotique à ça, de rapport à l'ego des personnes, de se dire mais c'est pas ma voix, c'est pas moi, mais en même temps c'est moi, donc ça me fait bizarre. Et c'est toute une question même du droit à l'auteur. C'est un truc qu'on avait abordé dans le cadre de la discussion qu'il y avait eu avec l'émission 24 fois la vérité avec Anna Lozreguichi et Esteban Hurtley. C'est de se dire mais quelque part là où c'est parce que Anna a subi ce phénomène là avec 2-3 TikTok où en fait ça parlait avec sa voix de Kiriko pour dire des trucs, et autant il y avait des moments où elle se disait ouais bon ça c'est juste un TikTok où ça a repris ma voix mais comme une sorte de gros filtre, autant il y a des moments où ça fait dire des choses que je n'ai pas dit et que j'ai pas envie de dire nécessairement, en mode dire des cochonneries etc. Et ça c'est quelque chose qui peut, je pense, perturbé de manière générale. Mais je l'entends également dans un côté où ça peut tout simplement c'est un rapport très éloigné par rapport à la personne que tu es naturellement. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu ce truc-là qui est sorti un petit peu à côté, où, pour montrer un petit peu comment c'est possible de faire. Parce qu'en fait, moi, là où je comprends qu'il y ait de l'utilisation de l'IA, même si ça aurait été possible de rappeler à Françoise Cadol, etc. Mais là où je comprends qu'il y a de l'utilisation de l'IA, c'est de me dire, imaginons un scénario où Françoise Cadol n'est plus là. C'est désastreux évidemment, mais imaginons un scénario où Françoise Cadol n'est pas dispo, n'est plus là, pour raison naturelle, raison de décès, raison peu importe. Imaginons qu'il y ait quand même besoin de faire ces répliques-là, parce que, en fait, là où je comprends qu'il y ait l'utilisation de l'IA, c'est que quand elle dit les touches de déplacement, j'imagine que sur la version Switch, ça dit incline le joystick gauche vers l'avant, des trucs du genre. J'imagine que, en fait, quand les jeux Tomb Raider ont été conçus, ils n'ont pas pensé au fait que les jeux seraient disponibles sur d'autres plateformes après, que les jeux seraient disponibles ailleurs, qu'il y aurait d'autres consoles qui utiliseraient ça. Ils ont pensé tout simplement à sortir le jeu et puis à réduire le nombre de répliques à un maximum. Et je sais qu'il y a également la même chose avec Metal Gear Solid Delta, parce que pour le coup Metal Gear Solid 3 il est sorti uniquement sur PlayStation, ça n'avait pas du tout prévu de version Xbox, de version ailleurs évidemment, et donc comment ça prévoit ça? Je sais que dans le remaster, la Legacy Collection qui est sorti récemment, en fait tout simplement la réplique n'est pas dite, mais ça fait un petit peu bizarre d'avoir une réplique comme ça qui n'est pas dite. Et donc dans le remake Delta, vu qu'ils n'ont pas redoublé, voilà ce qui se passe. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. Donc c'est vraiment un truc où ça fait que des petits... En fait, si vous n'avez pas entendu, c'est que ça fait que d'une sorte de sequence mixing, où en fait ça reprend des bouts de phrases ailleurs, à droite à gauche, qui a été dit par le personnage. En plus, comme là c'est le personnage de Major Tom, donc c'est vraiment un perso où en fait il fait que dire les trucs sur la même intonation, donc ça peut exister. Mais ouais, enfin c'est quand même très très étrange. Mais moi je comprends à peu près que ça gueule d'un point de vue personnel et égotique, et d'un rapport personnel également à tout ça, sur le côté où ouais c'est pas sa voix, c'est pas sa personne, elle a jamais voulu dire ça, elle a jamais dit ça, et c'est moins d'un rapport, enfin j'ai l'impression que la lutte contre l'IA c'est moins d'un rapport purement de la thune, plus que d'un rapport éthique et moral, à se dire bah c'est pas moi qui suis censé jouer. Mais en même temps, bah, là on a le cas de Christian Clavier qui dit bah moi ça me dérange pas, si c'est ma voix, et même si c'est une sorte de simulacre un petit peu bizarre, comme dit Rose Chevalier, simulacre et simulation de Baudrillard, même si c'est une sorte de simulacre un petit peu bizarre, moi ça me dérange pas tellement.
je l'entends à peu près. En vrai, j'entends à peu près les deux de se dire que si c'est sa voix à lui, pourquoi pas, quoi. Et pourquoi pas. Le penser aussi sur le plan artistique. Après, là où, parce que là, il dit du coup, oui. Alors, déjà, moi, là où ça me révulse, c'est dire sur le plan artistique, tu tournes dans la moindre merde qui sort actuellement au cinéma, ça va a priori. Mais j'ai quand même ce truc où je me dis, comment dire. Enfin non, j'ai oublié ce que je voulais dire, pardon. C'est pas inintéressant. Donc, on va avoir un progrès sur le plan des budgets qui peut, si l'Europe d'un coup se mettait à avoir une exception européenne. En fait, c'est là aussi ce qui me dérange par rapport à toute cette déclaration-là, c'est qu'il est aussi dans un côté très ouais, mais faut que toute l'Europe se bouge, quoi. Faut que toute l'Europe se bouge et faut qu'en fait on fasse que des trucs à budget immense, etc. Je pense qu'il est dans un truc très un peu l'œuf ou la poule, j'ai envie de dire, où ouais, mais il faudrait que d'abord que, enfin, pour moi, il faudrait d'abord que l'Europe se bouge et qu'ils fassent des films à très très gros budget avant de se dire ah bah non, on peut pas en faire parce qu'en fait ils consomment pas des trucs doublés, etc. Non, il faudrait d'abord que l'Europe se bouge et fasse des trucs à très très gros budget. Il me semble que les Trois Mousquetaires et que le Comte de Monte-Cristo ont plutôt bien marché aux États-Unis, sachant que c'était dans des petits ciné à chaque fois que c'était projeté et tout ça, mais que ça a plutôt bien marché, que ça a rapporté quand même un petit peu de la thune, mais que ça a quand même beaucoup compté quand même sur la thune en France, hein, évidemment. Mais je me dis, bah, en soi, est-ce qu'il faudrait pas d'abord leur projeter des gros films, quitte à ce que ce soit APR, quitte à ce que ce soit machin, tout ça, ok. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord leur projeter des très très gros films et donc produire ces très très gros films avant de se dire ouais, alors du coup comment ça se passe pour le doublage, comment ça se passe pour machin, quoi. C'est là où je trouve qu'il y a un côté le fou la poule un petit peu bizarre. Pas simplement une exception française, c'est-à-dire qu'on puisse s'auto-financer comme le fait le CNC avec le fonds de soutien. Ça serait probablement très intéressant pour que le point de vue européen soit plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Alors après, moi, là où en vrai, j'entends à peu près ce qu'il dit dans ce côté, et c'est d'ailleurs, enfin, encore une fois, on revient à ce que je disais au début, c'était la démarche de Luc Besson de vouloir construire un Hollywood en Europe et de vouloir construire vraiment un très très gros truc là, etc. Je me dis, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, il y a quand même ce truc où je me dis, alors déjà, est-ce qu'on arriverait à faire tenir quelque chose, sachant que, là où Hollywood marche très bien, c'est que Hollywood, c'est un état des États-Unis, et que c'est que ça. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment, finalement, c'est un tout petit truc et où en fait tout le monde a plus ou moins la même culture de ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'en Europe ça marcherait bien? Parce qu'on a essayé de faire des films européens. Je vois derrière lui qu'il y a Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Mais même on peut parler de Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, où en fait c'était déjà un film qui se voulait européen, qui se voulait un très grand film européen. Alors il a plutôt bien marché en Europe, ça ok. Mais il y a quand même un aspect qui peut-être est un petit peu gênant par rapport à ce film-là, de se dire, mais en soi, est-ce que ça peut marcher si juste on met... Enfin, comment se construirait un film européen? C'est un petit peu ça. Est-ce qu'on pourrait en construire vraiment en masse? Est-ce qu'on pourrait en construire des centaines, peut-être pas tous les ans, mais des centaines sur plusieurs années? Est-ce qu'on pourrait construire des films qui réussiraient à la fois plaire à tout le monde en Europe, enfin plaire au grand public en Europe, et quelque part, est-ce qu'on ne pourrait presque pas s'en contenter, et qui pourrait en même temps s'exporter à l'international? Moi, c'est là aussi où je trouve qu'on rentre dans des choses où c'est vraiment très complexe à mettre en œuvre, selon moi. Vous êtes acteur, scénariste. Là, il parle d'autres choses, quoi. Et Hollywood, c'est majoritairement sur LA et Burbank. Est-ce qu'on le met où, l'Hollywood européen? À Berlin, à Paris, à Madrid? Oui, c'est ça aussi, quoi. Peut-être je suis d'élu dans une bulle, mais j'ai le sentiment que l'hégémonie culturelle US est quand même de plus en plus remise en question. Bah oui, les films commencent un petit peu à se péter la gueule aussi. Et après, mais aussi parce que tu le mentionnes également, Vouk, il y a aussi une sorte d'uniformisation à l'américaine des films. Et quelque part, il y a beaucoup de films qui fonctionnent très bien, qui sont un petit peu en dehors justement de ces studios hollywoodiens et américains, et vraiment américano-centrés, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi là où je trouve que c'est un petit peu... Enfin, je vois la take, je vois le truc de se dire il faudrait un Hollywood européen, tout ça. Ça, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui rivaliserait avec Hollywood. Maintenant... Moi, je sais pas si il faudrait compter sur le fait de s'exporter aux États-Unis, quoi. C'est un petit peu ça aussi qui me chafouine. Et du coup, j'ai aussi cette interview-là de Christian Clavier et Ryan Bensanti, parce qu'en fait, Christian Clavier, là, il est en tournée sur les plateaux parce qu'il sort un film qui s'appelle Le Million, je crois, qui a l'air pas terrible. Et voilà, mais qui parle un petit peu justement de l'IA quelque part, parce que
alors vous allez voir, il dit plus ou moins la même chose, donc bon, au moins je passerai un petit peu, mais il dit plus ou moins la même chose, mais par contre il le contextualise un petit peu, et il y a un peu plus comment dire, des garde-fous sur les côtés pour le maîtriser. Là il y avait quand même la journaliste de Combini qui mentionnait quand même les comédiens de doublage, mais là il y a un peu plus des garde-fous autour qui vont essayer de le contenir, donc c'est pour ça que je trouve l'entretien intéressant également à mettre en lumière, et aussi pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est obsédé par l'IA en ce moment, pourquoi est-ce que l'IA en ce moment il commence à s'obséder par rapport à ça. Mais en matière de jeu, il y a dans le film mieux que Nadal, c'est pas Federer, c'est la mère de Nadal. Alors ça... Que vous interprétez. Non, que je n'interprète pas. C'est là où c'est intéressant, très très juste. Mais c'est pas moi Grimé, c'est la machine. C'est l'intelligence artificielle. Donc du coup, alors moi de ce que je comprends, c'est une intelligence artificielle, c'est le deepfake. Mais en même temps, est-ce que c'est c'est un petit peu ce truc où, pour moi, le deepfake, j'ai pas tellement de soucis avec le deepfake en tant que tel, tant que c'est vraiment ce truc où c'est évidemment tant que ça rentre dans des cadres légaux, qu'il y a le consentement des deux parties, évidemment. Là où je pense que peut y avoir des dérives, c'est que j'avais vu un film quand j'étais plus jeune qui s'appelle Le Congrès de Harry Folman, qui est un super film là-dessus, qui est un super film qui prédit déjà justement ce côté où les acteurs vendraient leur apparence et vendraient leur corps quelque part, et vendraient leur visage, vendraient leur personne pour pouvoir tourner dans tout un tas de films justement générés par l'intelligence artificielle. C'était un film qui est sorti je crois en 2013 et qui a du coup une dizaine d'années peut-être aujourd'hui, et qui était ultra visionnaire là-dessus, sur le côté où les gens sont tellement attachés aujourd'hui aux acteurs, aux actrices, à leur corps et à leur visage, qu'au bout d'un moment, tu pourrais juste vendre un film où tu as des personnages qui sont faits soit en image de synthèse, soit en IA, soit... Enfin, en tout cas, qui seraient ultra ressemblants à ces personnages-là, qu'au bout d'un moment, ça serait juste possible de créer et de vendre ces films-là. Et moi, quelque part, c'est un truc, alors évidemment, ça me fait bader, pour plein de raisons, mais il y a quand même un aspect qui m'interroge là-dessus, c'est de me dire, est-ce qu'il faudrait pas justement déconstruire cette identification qu'on peut avoir au corps des acteurs, au visage des acteurs, pour pouvoir aller plus loin, parce que bon, là actuellement, l'image qui est actuellement à l'écran, je pense qu'elle est vraiment dégueulasse, et pour pouvoir vraiment se déconstruire un petit peu de ce côté, enfin, encore une fois, le star system hollywoodien a construit tout ça. Le star system hollywoodien a construit le fait qu'on s'identifie à des acteurs, à des actrices, et qu'on arrive à identifier leur visage, leur corps, leur manière de jouer, leur manière de paraître au monde. Et c'est quelque part quelque chose qu'il faudrait, selon moi, déconstruire si on n'a pas envie, justement, d'avoir des corps inanimés de personnes qui sont parfois d'ailleurs décédées, qui reviennent à la vie grâce aux intelligences artificielles pour pouvoir un peu dire ce qu'on veut. Ça rejoint d'ailleurs un truc qui ressort actuellement, c'est qu'il y a un corps par intelligence artificielle qui a été créé pour Stan Lee, un hologramme, un intelligence artificielle qui a été créé pour Stan Lee et qui sera dans la Comic-Con de Los Angeles. Alors moi je me dis mais putain, mais en fait moi là où ça me fait bader ce genre de truc là, c'est quand même quand soit on essaye de chasser un passé révolu, soit on essaye de réanimer les morts. Ça, je trouve que quand même on est dans quelque chose où les morts a priori sont décédés, ils ne pourraient pas nécessairement nous dire ce qu'ils ont envie qu'on fasse de leur corps, qu'on fasse de leur futur. Je vois pas pourquoi on serait sans cesse en train de tenter de créer quelque chose, même sur un cadavre, même sur quelqu'un qui n'est plus là. Je vois pas pourquoi on serait sans cesse tenté de vouloir encore créer, même malgré le fait que le corps soit décédé, alors que déjà Stan Lee, bon alors évidemment il y a plein de trucs critiquables par rapport à Stan Lee, sur la fin de sa vie il était plus ou moins manipulé d'ailleurs par des gens qui étaient propriétaires de son nom, qui étaient presque propriétaires de lui, c'était vraiment assez badant, et où clairement il y a quand même ce truc où je vois pas pourquoi on est sans cesse en train d'essayer de créer quelque chose sur dans la superbe et dans la légende de quelqu'un, malgré le fait qu'elle ne soit plus là, quoi. C'est ça le truc. Autant, enfin, on a parfois des acteurs et des actrices qui ont tourné dans un film, dans 100 films, et où il y a déjà tant à analyser sur ça. Pourquoi est-ce qu'on est sans cesse en train d'essayer de vouloir encore créer des choses avec ces acteurs-là et ces actrices-là? Autant laisser la nouveauté au nouveau. J'ai envie de dire ça.
Enfin voilà, et avant même l'IA, il y avait eu ce débat il y a quelques années. Oui, j'y pensais d'ailleurs à cette pub-là avec Audrey Hepburn, alors qui était super impressionnante visuellement, vraiment super impressionnante visuellement, mais où effectivement tu peux que dire, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi se rattacher à cette image-là de Audrey Hepburn, alors que, il y a tant d'images qui existent de Audrey Hepburn déjà là, quoi. Artificielle. Et quand on vous l'a proposé, vous avez dit oui tout de suite. Vous avez hésité un peu à vous... Non, j'ai dit passer oui par tout le de suite parce que, j'aime beaucoup faire des compositions, donc effectivement, l'idée de me grimer et de pouvoir faire meilleur, pourquoi pas. Et après, on a réfléchi et on s'est dit, mais aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre, qui est absolument incroyable et qui nous permet des choses nouvelles. Donc, on a demandé à une actrice de nous prêter son enveloppe. Sa silhouette. Sa silhouette. On a choisi... Ils ont choisi la tête qu'on voulait à partir de moi, de mon visage. Et genre 90% des yeux de Christian avec le reste du visage de... Et après, pour la voix, on s'est arrangé. Donc, en fait, c'est la machine qui le fait. Et alors, le truc pour la voix, on s'est arrangé, j'avoue, je trouve ça un petit peu flou, je sais pas du coup comment ça se passe. Et c'est complètement intéressant parce que ça nous ouvre des perspectives fascinantes. Bah, c'est fascinant. Et puis à travailler, moi en tout cas de mon point de vue, c'était extraordinaire à voir parce qu'il y avait du coup une doublure de Chris pour faire Christian quand il jouait la mère. Et puis lui, il avait un travail quand même formidable à faire parce qu'il devait obligatoirement noter tous les pas, tous les gestes, tous les mots, toutes les... Ça, moi je trouve ça intéressant quand même. Ce côté où en fait tu vas remplacer quelqu'un et donc tu vas devoir le mimer un maximum et tenter d'apparaître comme ça. Et quelque part, c'est un petit peu les défauts d'ailleurs de l'IA, c'est que l'IA, du coup, elle est purement mécanique, parfaite entre guillemets, et donc mimer comme ça quelque chose, je trouve que c'est un petit peu aussi compliqué de rentrer dedans, et que c'est un petit peu compliqué d'être absolument parfait à ce niveau-là. Parce qu'un humain un humain, en termes de prise, il peut pas faire 2 fois la même prise. Peut pas faire 2 fois exactement la même prise. Il y aura forcément des trucs qui seront un petit peu différents. Une IA d'ailleurs un petit peu pareil, mais tu demandes à l'IA de reproduire exactement la même chose, il va te le reproduire. Mais il y a quand même ce truc où il y aura des sortes d'imperfections dedans dans le jeu, et en fait lier ces imperfections là, ça peut être un petit peu casse-gueule. C'est pour ça généralement que ces trucs là sont vraiment pas terribles. Mais j'entends le truc il doit mimer du coup le jeu de la comédienne et en même temps ils doivent collaborer ensemble pour ça. C'est un peu de toute manière comme quand il y a deux acteurs ou 2 actrices qui jouent le même personnage, mais l'un plus vieux et l'autre plus jeune, quoi. Tous les temps d'arrêt de texte avec justement cette actrice qui jouait sa mère pour reproduire exactement la même chose face à la caméra avec les mêmes angles, avec tout ça, sinon l'IA ne marche pas, donc c'était quand même un énorme boulot. Et on est, nous les Français, très très bons là-dedans. Et il y avait une patronne de studio extrêmement intelligente qui m'a dit, on a une opportunité énorme. Il dit exactement la même chose que dans l'interview Combini. Ça me fume. Au niveau des budgets, grâce à l'intelligence artificielle avec les Américains. Vraiment exactement. Donc ça vous inquiète pas l'intelligence artificielle pour l'avenir de votre métier, etc. Parce qu'il y a une inquiétude dans le milieu. Oui, mais ça c'est de l'inquiétude. Il y a toujours des gens qui sont très très inquiets en France, on ne sait pas trop. Alors je rappelle aussi juste un petit truc quand même... mine de rien, qui a son importance, c'est que Christian Clavier, il est vu quand même comme quelqu'un plutôt de gauche. Mais alors, le Splendide, ils sont quand même quasiment tous rencontrés à Neuilly-sur-Seine au collège. Je pense quand même qu'ils sont plutôt aisés aussi de leur côté. Et en même temps, je trouve que l'inquiétude qu'il peut y avoir de la part alors, non mais, de gauche lui, non mais... À l'époque, j'entends à l'époque. Oui, j'ai oublié de préciser. J'entends à l'époque. Mais il y a quand même ce truc où, évidemment, je pense tout de même qu'il se dit lui-même, je sais pas s'il se dit gaulliste. Je pense qu'il y a des gens dans le Splendide qui se disent de gauche, mais pas lui. Je pense plutôt à, Josiane Balasco, tout ça. Après, je pense que à une époque, ils étaient vus comme des gauchistes aussi au Splendide et en même temps pas trop. Enfin, c'est un petit peu ce truc où... Voilà. Si tu veux, mais pas lui. Oui, voilà. Mais il y a quand même ce truc où le Splendide, de manière générale, je pense qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est des saltimbanques ». En fait, c'est aussi ce truc, tout simplement, de Enfin, quand les gens sont issus d'un milieu bourgeois, très à l'aise et de droite, vouloir jouer la comédie, c'est vu comme quelque chose de dégradant, selon comment tu joues. Et... Alors, vouloir jouer de manière générale, c'est vu comme quelque chose de dégradant, mais il y a quand même ce truc où vouloir jouer particulièrement la comédie est vu aussi comme quelque chose de dégradant de leur côté, quoi. Donc bon. Oui, voilà, c'est gauchiste post-mai 68, c'est un petit peu ça aussi, quoi. C'est un petit peu ça. Et aujourd'hui, forcément, c'est vu comme quelqu'un de droite, les comédies de Christian Clavier de droite, ce que vous voulez, bien sûr. Et toute l'époque du Splendide, évidemment, qui est vu comme quelque chose de droite. Michel Blanc, moins. Il y a quand même un aspect où les gens pensent moins à Michel Blanc comme ça. Mais voilà, quoi.
Après, Clavier, il est 100% comme son personnage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que Clavier, les opinions divergent souvent sur lui. En fait, j'ai dit de gauche aussi naturellement parce que je repensais à son intervention chez Pascal Pro. Je sais pas si vous vous souvenez de son intervention chez Pascal Pro où en fait il disait à toute manière vous voilà vous êtes pas Pascal Pro disait vous êtes un bon analyste politique et Clavier qui répondait ouais bon contrairement à vous de base vous parliez du sport et puis en fait vous faisiez à la base vous faisiez le café puis après vous parliez du sport et puis après vous parlez de politique donc bon vos analyses politiques finalement voilà et en fait ça je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont noté notamment des gauchistes et qui ont dit ah enfin il a dit les bons trucs quoi donc bon oui voilà c'est ça il balançait une blague la vérité il balançait une blague en plus c'est juste qu'il y a plein de gens qui ont pensé qu'il était de droite quoi. La discussion me rappelle une vidéo de Calmo sur les comics de droite post de finesse. Oui, c'est sûr. Mais oui, je pense que c'est une petite taquinerie et puis voilà. Et puis après, c'était aussi une époque où CNews était un peu moins à l'époque à l'extrême droite. Mais bon. Mais oui, c'est ça le truc quoi. Il insulte un petit peu tout le monde quoi. Pourquoi le doublage, le doublage de voix. Le doublage de voix, c'est malheureux. Mais là, c'est des maquilleurs, des truquistes qui potentiellement. Ça. Moi, je suis d'accord avec ça, et c'est effectivement un truc où, ouais, bah, c'est des gens qui, si on avait demandé à Christian Clavier de rejouer exactement, enfin, de jouer sa mère un petit peu comme dans, je sais pas moi, Professeur Folamour là, c'est avec Eddie Murphy si je me trompe pas, ou Big Mama avec, comment il s'appelle? Je sais plus, le mec qui est dans Bad Boy. Lawrence, je sais plus exactement, mais ou de jouer voilà sa propre mère, de jouer sa propre famille, bah ça aurait demandé des heures et des heures de maquillage qui aujourd'hui peut-être il y a certains acteurs qui voudraient pas ça. Je me souviens, enfin vous avez certainement vu si vous êtes un petit peu cinéphile et que vous regardez les anecdotes, des trucs en mode ouais pour son rôle de Hellboy, Ron Perlman passe, voilà, Martin Lawrence, mais Ron Perlman passait 8 heures par jour à se maquiller pour son rôle, des trucs du genre. Et moi, je sais qu'il y a une interview récente de Alan Cumming, parce qu'il revient du coup pour Avengers Doomsday dans son rôle de Diablo, là, où en fait c'est un personnage qui est grimé tout en bleu, etc. C'est presque, vu que c'est un bleu très sombre, c'est presque une blackface un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, il est grimé tout en bleu, et en fait, il disait, bah, à la base, je passais genre 5 heures à me faire maquiller pour ce rôle-là. Aujourd'hui, je passe juste 1 heure. On me met des points sur le visage un petit peu stratégiquement et on me dit on le fera en post-prod, quoi. Donc ne serait-ce quand même que pour ce genre d'aspect-là, je pense quand même que ces trucs-là, pour un acteur, ça peut être plus pratique aussi, hein, tout simplement. C'est quand même, il faut voir aussi la praticité de la chose, quoi. Et se dire de passer 8 heures... vraiment de passer 8 heures avec ce corps grimé comme ça, c'est pas si pratique que ça quoi. Sans ça on a des résultats genre les deepfakes de Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan. Mais oui après c'est aussi au réel d'être plus malin par rapport à ça quoi. Donc bon, je pense qu'on taxe une partie de son salaire et des bénéfices générés par ces films pour les redistribuer aux intermittents. Qu'est-ce qu'il en pense? Bah oui, ça pourrait être sympa ça. Leur job. Oui, mais ça va créer d'autres boulots. Alors après ça, le truc de créer d'autres boulots, bon, c'est quand même ce truc où je pense que ça va pas nécessairement créer des tonnes et des tonnes de boulots non plus, quoi. C'est vraiment ce truc où je pense que ça va pas créer non plus Enfin, encore une fois, c'est ce truc de l'IA qui fait un petit peu, entre guillemets, peur. Oui, Kixama, il est dégueulasse. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est vraiment dégueulasse. Il était partagé un petit peu en ligne, mais il était vraiment horrible. Hein. Et non, mais c'est un truc de toute manière où l'idée de l'IA et pourquoi c'est poussé tant que ça par le capitalisme particulièrement, c'est de se dire, bah, vous voyez, ce qui vous nécessitait 10 personnes, vous avez à recruter 10 personnes, les gérer, faire en sorte qu'ils se mettent pas en grève, tout ça, des trucs du genre. Bah, aujourd'hui, ça serait une personne derrière un écran que vous pouvez avoir votre bot, ou même vous-même qui générez ça. Donc bon, c'est un petit peu ce truc où je pense qu'en termes de création d'emploi, c'est pas non plus keynésien, quoi. Enfin, c'est ce mythe, tu sais, très keynésien de fais un trou, enfin, t'engages quelqu'un pour faire un trou, t'engages quelqu'un pour le reboucher, quoi. Mais avec l'IA, pas du tout. C'est plus des métiers qui vont disparaître, quoi. De toute façon, on a toujours besoin de maquilleurs et les acteurs et les actrices seront toujours là. Comment lui dire? Comment lui dire? Peut-être que non. Peut-être qu'a priori, les acteurs, à un moment, ils vont générer des trucs par IA pour faire des films avec des faux acteurs, quoi. C'est pas très... Enfin, justement, c'est la démarche du progrès de la chose, quoi. Donc, en fait, moi, le truc, quand même, qui me fait dire qu'il est un petit peu d'élu, c'est qu'il ne s'inclut pas là-dedans.
quand même, quoi. Alors, oui, le truc dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père, j'ai pas compris comment c'était possible. Mais je crois que c'était en fait des bouts de répliques qu'ils avaient réutilisés, avec aussi quelqu'un d'autre qui avait joué à sa place. Mais ouais. Ah oui, merci Mister HS de montrer ça, mais de montrer dans Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, le rendu de l'IA de la chose. Alors, certes, la vidéo n'est pas de très très bonne qualité, mais le rendu de l'IA de la chose. Je me souviens, j'étais dans la salle quand ça avait fait ça, et c'était une projection spéciale avec l'équipe, etc. Et tout le monde a fait. Genre, vraiment, on entendait des gens faire des bruits très étranges en mode et moi-même, enfin j'étais avec une amie à ce moment-là et moi-même je me suis retourné, j'ai fait mais comment ça a pu passer ça, surtout que a priori je veux dire c'est pas grave, vous avez deux plans, vous avez ce plan là ainsi que ce plan là, vous jouez sur le fait qu'elle soit de dos, vous jouez sur le fait qu'elle soit hors champ, qu'on la voit pas nécessairement, mais là c'est juste, je ne comprends pas comment ça a pu passer, je comprends pas comment ça a pu passer toutes les étapes de création pour arriver là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc, je l'ai pas noté dans ma critique de Mac Walter, j'ai l'impression, Kik, tu l'as vu, j'ai l'impression quand même que ça utilise un peu de l'IA par moment aussi, Mac Walter, notamment quand il est dans l'avion pour aller au Pays-Stan, là, et où en fait, il y a clairement, selon moi, un passage où ça utilise de l'IA. Mais bon, après... Oui, même après, le rajeunissement sur Jonathan Cohen... Bah, moi j'ai quand même l'impression juste qu'il s'est très très bien rasé à blanc et qu'on a enlevé ses pores de peau. Je me dis ça peut être du maquillage vraiment très très bien fait. Après j'ai l'impression aussi qu'il est rajeuni. Après c'est la compression également de Twitter qui fait ça. Mais en tout cas là le visage de Sylvie Vartan c'est très très dur. Hein. C'est très 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 dur, hein. Vraiment. Hein. Et tout le long du film c'est absolument atroce. Sachant qu'il y a Sylvie Vartan qui joue dans le film. Elle n'est pas morte, Sylvie Vartan. Hein. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Comment c'est possible de faire ça. Mais bon. Mais moi, c'est absolument extraordinaire. Le cinéma américain nous a joué le plan de « je vous achète des remakes » parce que en fait, la même chose. Notre public ne supporte pas le doublage. Ne supporte pas que les lèvres ne soient pas en accord exactement. Et là, on va pouvoir se doubler. Je peux me doubler dans n'importe quel... True story, hier, dans un restaurant de Udon à Bordeaux, de Udon, pardon, il y avait des affiches des gens du staff version Ghibli. C'était un peu dérangeant, mais pas autant que le couple à côté, très enjôlé par l'IA, comme l'avenir sans condition. Désolé pour... Non, mais t'inquiète. Bah, après, en fait, le truc, c'est que moi, ma take sur l'IA, c'est de me dire, si vous n'avez pas d'autre moyen que d'utiliser de l'IA, oui, utilisez de l'IA. Par contre... Et ça revient à ce que je pense d'ailleurs par rapport à Mac Walter, c'est que je voyais des trucs dans le film qui utilisait visiblement de l'IA. Je me dis, bah ça fait cheap. Enfin, c'est un peu ça, c'est que ça fait cheap, ça fait vous n'avez pas de moyen de payer quelqu'un. Parce que c'est le cas, c'est un petit peu ça. C'est que moi, mon avis sur l'IA, c'est de me dire, bah ça fait cheap. Parce que peu importe ce qu'on en pense, je me dis, bah enfin, évidemment, enfin, il y a quand même ce truc où, d'un point de vue personnel, j'ai pas envie que des acteurs passent 8 heures dans un fauteuil pour être grimés, ici du coup en sa propre mère, tout ça. Mais je me dis, bah quand même, ça me paraît... Enfin, c'est toujours ce rapport-là de toute manière aux artistes et au fait de jouer, entre guillemets, où je me dis, mais en soi, si t'as passé 8 heures dans un fauteuil à jouer ce rôle-là, pour jouer ce rôle-là, c'est quand même que t'es extrêmement investi et que t'as très envie de faire ça. Si au final t'as fait ça en 20 minutes grâce à l'IA, je me dis bah c'est que t'es pas très très investi. Et puis pourquoi je serais investi si toi tu ne l'es pas? C'est un petit peu ça quelque part. Et donc pourquoi je serais investi dans ton film si toi t'es pas très investi et que t'as généré des trucs par IA? Je vois pas pourquoi. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Avec votre voix. Bien. Donc ce protectionnisme déguisé, qui date d'il y a très longtemps, bien avant l'excellent Donald Trump, je dis ça avec humour évidemment. Ce qui me fait me dire qu'il n'est pas nécessairement full de droite non plus. Hein, mais bon. Je pense qu'il est gaulliste, en vrai, je pense qu'il est gaulliste, Clavier. Et quelque chose dont on doit le réguler. Avoir peur d'un certain nombre de choses, c'est tout à fait juste. On ne peut pas balayer comme ça des emplois. Au moins, voilà, c'est pour ça que je voulais le passer ici, c'est que j'ai quand même cette impression qu'il essaye d'être un peu plus mesuré ici, et qu'il essaye un peu plus de rentrer dans de la nuance par rapport à ce qu'il disait là, quand il n'était pas contrôlé sur Combini, quoi. Donc, voilà. C'est quand même ce truc où j'ai quand même cette impression, et effectivement, comme il parle du protectionnisme de Trump, tout ça, c'est quand même qu'il y a effectivement un aspect... où c'est ce que veut Donald Trump. Ce que veut Donald Trump, c'est totalement juste d'être
d'interdire à côté la rentrée de films étrangers, etc., des trucs du genre, quoi. Ce qui est vraiment, en plus d'être débile, absolument dégueulasse, quoi. Mais en revanche, il y a une possibilité de créativité artistique et de retrouver une force au niveau de la proposition des films qu'il ne faut pas non plus rejeter pour dire « Ah oui, c'est pas bien, ça fait peur, les robots vont nous dominer ». Ça, c'est un peu une foutaise. Moi, ça, par contre, bah, en vrai, enfin, je suis d'accord dans le sens où, bah, de toute manière, c'est le sens aussi que disent beaucoup par rapport à l'IA, c'est de dire, bah oui, utiliser l'IA comme un outil et pas utiliser l'IA de manière très flemmarde, entre guillemets, quoi. Il y a un petit peu de ça. Donc moi, j'entends ce qu'il veut dire par là. J'entends ce qu'il veut dire par ce côté. Ouais, il faut pas non plus dire au revoir au progrès. De toute manière, parce que on peut pas gagner. Enfin, une société, enfin, un mouvement ne peut pas gagner si on dit au revoir au progrès, quoi. Il y a toujours du progrès, même les plus nationalistes, les plus traditionnalistes disent ouais, mais il faut du progrès un petit peu quelque part quand même. Donc on peut pas gagner si juste on est contre le progrès. C'est un petit peu ça. Le progrès continuera, quoi. C'est le sens même du progrès. Mais, mais c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il en dit. C'est tu peux dire bah oui, il est au moins pour le progrès. Au moins il est progressiste. C'est là aussi où je trouve qu'il est de gauche, c'est qu'il est progressiste. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je vois ce qu'il veut en dire. Évidemment par ce côté où l'IA est vue comme le progrès, l'IA est vue comme le truc qui est bien à faire, entre guillemets. Oui, bon, voilà, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Pas nécessairement, mais l'IA est vue comme le truc qui est bien à faire actuellement, quoi. Et l'IA est vue comme, en plus, enfin, comme ça a dit précédemment dans le chat, c'est le buzzword actuel, c'est le truc qui est vu actuellement comme le truc qui est bien à faire, c'est mettez de l'IA, peu importe ce que c'est, peu importe comment ça marche, mettez de l'IA, et c'est vu comme le truc qui est super bien à mettre en place, quoi. Donc bon, après, c'est regrettable, je pense qu'on peut se le dire, je pense qu'on peut se dire, ouais, non, c'est pas terrible, etc. Mais c'est quand même ce truc où, comment dire, c'est quand même ce truc où, a priori, ça reste... En fait, c'est pour ça que ce combat-là, contre l'IA, voilà, c'est un petit peu aussi les questions qu'il faut se poser, Virdgash, c'est... Pour qui gagne avec cette IA? Est-ce que un progrès médical, c'est vu comme génial? J'ai vu d'ailleurs récemment un TikTok là-dessus qui était un peu fake deep, mais que j'aimais bien, sur le côté où il y a eu, enfin, le capitalisme empêche l'avancement de l'humanité. Il y a des tonnes et des tonnes de maladies qu'on pourrait vraiment régler, entre guillemets, qu'on pourrait guérir, dont on pourrait guérir, si le capitalisme n'était pas là pour faire en sorte que ces maladies continuent de rester pour pouvoir en partie en tirer du profit pour certains. Je pense à Martin Shkreli, hein, bien sûr, le connard là, qui a mis à 300 balles les pilules contre un type de diabète précis, il me semble, des trucs du genre, mais aussi tout simplement parce qu'ils se disent bah, c'est pas rentable donc on le fait pas. Sauf que a priori il y aurait des tonnes et des tonnes de trucs à faire. Il y aurait des tonnes et des... Enfin, c'est un peu ce truc aussi qui est dit par beaucoup de gens de dire mais en fait il y a une sorte... Si demain on instaurait un autre système que le capitalisme, je dirais pas nécessairement le communisme ou autre, mais un autre système qui serait moins libéralisé, en tout cas plus même keynésien, tout ça, de répartition des richesses, on a déjà tous les outils pour ça. Il y a déjà des outils, notamment développés par Amazon, pour faire en sorte que chacun soit selon ses besoins puisse vivre selon ses besoins. C'est un petit peu, c'est ce que disait Mélenchon, j'ai plus la phrase exacte, mais que chacun puisse vivre selon ses besoins et faire selon ses moyens. Il y a déjà des outils comme ça pour régler la demande et l'offre, pour se dire ok, bon ben, je sais pas, il y a un lancement de console de jeu. La PS6 va se lancer. Combien il y aurait de gens qui seraient prêts à l'acheter? On sait d'après les précommandes qu'il y aurait telle personne. On sait également qu'il y aurait des gens qui passeraient devant et qui auraient envie de l'acheter. Bon bah on en produit exactement ce nombre-là pour l'instant. Et après on verra pour s'il y a des ruptures de stock, etc. Et on en produit exactement ça. Pour pouvoir pas non plus trop produire et pas non plus pas assez produire, et donc bah il y a un déterminant de l'offre et de la demande qui est vraiment très très bien fait, alors qui est pas millimétré non plus mais qui est très bien fait, et ça c'est des outils qui existent. Le problème avec ces outils là c'est que il y a énormément de gens qui veulent qu'il y ait plus de demandes que d'offres pour créer de l'artificialité, pour pouvoir un petit peu augmenter les prix, etc. Des trucs comme ça, quoi. Et globalement, c'est un petit peu, d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que ces outils-là
vu qu'ils sont utilisés par les capitalistes, bah, c'est pas nécessairement génial, quoi. Et c'est un peu pareil avec l'IA, c'est de se dire, l'outil en soi, il est génial. L'outil de l'IA, c'est génial. Bon, il y a des problèmes, ça pollue en partie, enfin des trucs du genre. Ok, mais l'outil, il est génial. Maintenant, à qui ça profite? Et c'est aussi pour ça que la take de dire, enfin, et c'est aussi pour ça, moi, je rentre également dans le truc par rapport à Françoise Cadol, et tout ce qu'elle disait, sur le côté où, certes, c'est un truc où c'est égotique en soi, et le droit d'auteur, moi je suis d'accord qu'il est censé disparaître, et donc en soi, l'IA est censé proliférer, sauf qu'en soi, je suis pas nécessairement contre, donc quelque part, je suis contraint de supporter le droit d'auteur et de supporter tout ça, parce que c'est un moyen de se battre contre l'IA actuellement dans le capitalisme, parce que c'est quand même une voie du capitalisme qui est très forte également. Donc c'est aussi pour ça que c'est un truc qui est très ambivalent par rapport à l'IA, et je pense qu'il n'y a pas de position qui soit parfaite. Je pense que la position de Christian Clavier, elle est assez délue, notamment par le fait qu'il y a un aspect très l'IA comme truc magique, vraiment parfait, etc., qui me paraît un petit peu bête, mais en même temps, je me dis, bah, en soi, est-ce que c'est le truc qui serait le plus... en soi, est-ce que les gens qui sont bébêtes en mode anti-IA, peu importe où c'est, sont meilleurs qu'eux? Je pense quand même en partie, mais je pense qu'il y a vraiment des gens bébêtes. Enfin, c'est là aussi où c'est très dur de se positionner, ne serait-ce que parce que l'IA, là on parle d'une technologie qui est en cours de faisabilité. Est-ce qu'on a atteint un plateau en termes d'IA? Est-ce qu'on a atteint est-ce qu'on a atteint vraiment quelque chose qui est au maximum? Est-ce qu'il y a encore de la marge? C'est dur à comprendre, quoi. Eti en fait des études dans l'IA et commençant à avoir de l'intérêt pour le cinéma. Je vois plein de possibilités que cette tech peut offrir aux artistes indés qui veulent faire des films de genre. Le problème est que ceux qui créent ces outils ne le sont pas pour les artistes mais pour des financiers. C'est un petit peu ce problème-là, quoi. Évidemment, c'est de se dire, bah en fait, à quel prix? À quel prix de vouloir nécessairement produire des trucs absolument... Enfin, en plus qui parfois ont l'air grotesques. Le trailer là de OpenAI pour Critters, il est absolument grotesque, quoi. Et le fait de se dire que ça va coûter quand même 30 millions et que ça va quand même demander 9 mois de travail pour faire tout ça, me fait me dire que c'est pas non plus génial. Et le fait, et encore une fois, là on a vu l'IA de Sylvie Vartan, et là où la take de Christian Clavier, je la critiquerai énormément, c'est de se dire, tu nous dis qu'il y a un terreau où on est très fort en France, etc., j'ai quand même pas cette impression, quoi. Enfin, j'ai quand même vraiment pas cette impression non plus. Et globalement, j'ai quand même cette impression qu'on n'est pas non plus les meilleurs. Et qu'encore une fois, si on veut se battre avec les États-Unis, avec les outils des États-Unis, est-ce que ça vous paraît le mieux possible? Est-ce que ça vous paraît le truc qui est Parce qu'encore une fois, on compare 5 secondes l'IA Sylvie Vartan, deepfake Sylvie Vartan, avec ce qu'ils ont fait sur Rogue One, où c'était déjà en partie du deepfake et où ça a 10 ans. On compare les deux. Alors autant je sais que sur l'IA, il y a des gens qui disaient « Oula, c'est un petit peu bizarre », mais par rapport à Sylvie Vartan, ça n'a rien à voir. C'est quand même un truc où... c'est un truc qui a quasiment 10 ans. Rogue One, c'était 2015, je crois. Ou 2016 peut-être, un truc du genre. Donc c'est vraiment un truc où, encore une fois, on essaye de se battre contre les Américains, avec les outils des Américains, où ils ont une longueur d'avance. Non, il faut se battre avec nos outils propres, qui sont qu'on fait du bon cinéma, de manière générale, qui est rentable parce qu'on a des petits budgets, et puis voilà, quoi. L'ennui avec une innovation, c'est que c'est souvent mis à disposition des années avant d'en saisir pleinement le potentiel, tout comme les risques, et les garde-fous débarquent des années après les dégâts. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça qu'il y a un truc de vouloir réguler plus rapidement que de vouloir mettre en avant, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. J'ai vu passer un thread d'une illustratrice sur Instagram hier. Avec la nouvelle IA de Google, tu peux maintenant générer à partir du style d'une ILU quasiment n'importe quelle position sans difficulté et dans la même DA. C'était le gros souci de l'IA pour assurer une homogénéité. On est finito. Non, mais je sais pas. Les gens, on n'est pas finito. Faut toujours de toute manière une impulsion créative pertinente derrière. Je pense que l'IA comme outil peut être très pertinente pour effectivement, enfin je citais les gens qui faisaient la couleur dans les Disney, etc., pour enlever les métiers rébarbatifs. Il y a beaucoup de métiers rébarbatifs, que ce soit dans l'animation, dans l'image, dans l'illustration, etc. Et puis qui me dit, enfin du coup j'ai pas vu le thread passer de la personne dont tu parles, Rosé Chevalier, mais qui me dit que son style graphique finalement il ressemble pas déjà à des styles graphiques qui sont dans la base de données par IA. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font des choses qui pourraient
être impossible à faire sans IA, qu'il y aurait des trucs qui seraient des nouveaux styles qu'on inventerait comme ça et qui seraient ultra difficiles à définir, ne serait-ce que par un humain. Alors par une IA, peut-être que ce serait encore plus dur. Donc je pense qu'il y a plein quand même de visions pour être, pour que ce combat continue de s'animer. De toute façon, ce combat-là, il va rester encore aujourd'hui. On va pas non plus appeler les IA des clankers avant un petit bout de temps. Mais mais il y a quand même ce truc où je pense que faudra voir. Là, je suis inquiet pour les boulots, ce sont les petits illustrateurs pour une pub, un logo, un site web, etc. Après, moi, je suis déjà inquiet pour eux parce qu'ils sont déjà pas très bien payés. C'est un petit peu ça aussi. Ils sont déjà pas très bien payés. Et évidemment qui seraient du coup plus payés. Enfin voilà quoi. La majorité des gens vivent de la publicité, c'est ça le souci. Mais en fait le problème quelque part, Rosé Chevalier, enfin moi je reviens là-dessus, c'est que encore une fois une publicité, moi je vois des publicités dans le métro faites par IA. J'ai pas envie d'acheter des trucs où c'est des publicités faites par IA. Autant, enfin c'est juste que au lieu d'avoir un truc où ils ont pas d'idée et où ils mettent du coup juste le logo de la boîte et puis voilà. Là, c'est tout aussi efficace que de mettre, je pense, le logo de la boîte. Juste, au moins, il y a un petit design un petit peu, oui, bon, ok. Et puis voilà, il reste qu'il y a quand même ce truc où je pense que ça se voit dans la tête des gens. Je sais qu'il y a une citation de Christopher Nolan, vous adorez Christopher Nolan ici, qui disait que, parce que lui, il est très anti-CGI, qui disait que le public ressent quand il y a de la CGI. Le public ressent quand il y a des images de synthèse. Et il ressent également quand c'est vrai. Il ressent également quand c'est quelque chose de vrai. Peu importe à quel point c'est bien fait. Peu importe à quel point c'est vraiment comme la réalité, etc. Que c'est super bien étudié. Il ressent quand même quand c'est bien fait. Alors, il y a un truc, évidemment, on voit des tests passer par moment. Je pense que vous avez fait déjà ces tests-là. Où il y a... arriver à reconnaître quand c'est une image par IA, une image réelle. Moi, j'arrive à chaque fois assez bien à gérer ça. Peut-être je fais du 9 sur 10 à peu près. Mais je pense que le grand public également arrive quand même à bien se dire ok, il y a un truc qui cloche avec cette image-là, il y a un truc qui cloche avec cette pub. Et je pense que aussi, ils peuvent se dire bah du coup, comme il y a un truc qui cloche, est-ce que j'ai envie d'acheter ça? Et donc, moi, je pense que... Enfin, encore une fois, il y a des doublages faits par IA directement depuis YouTube. Moi, je crois que c'est activé de base. J'arrive pas à le désactiver. C'est chiant. Enfin, j'ai pas pris le temps de m'y pencher. Mais en même temps, MrBeast, il continue à faire ses doublages par des humains, en France, etc. Il continue à faire ça. Tout simplement parce que, bah, lui, du coup, ça lui donne un aspect plus premium, entre guillemets, que de faire des doublages par des vraies personnes. Donc c'est pour ça que moi je pense que dans le milieu de la publicité, évidemment, il y aura plus de publicité par IA, mais tout simplement parce qu'il y aura plus de publicité. Moi je vois des enseignes, des petites enseignes de kebab au coin de la rue, etc., qui utilisent de l'IA pour afficher un truc à leur écran. Mais bon, c'est de toute manière, ils n'avaient rien à afficher sinon, quoi. Donc bon. Oui, c'est ça, ça se détecte à plein de niveaux. Et après, évidemment, tu peux te dire, est-ce que, comment dire, est-ce que dans le futur, ça sera parfait, entre guillemets? Mais là, on est sur de l'expectative. Je pense que de toute manière, on arrivera toujours un petit peu à définir quand c'est de l'IA, quand c'est de la réalité aussi. Et c'est un petit peu ce truc-là. Et là, je vois un petit peu plein de vidéos générées par IA à droite à gauche. T'arrives quand même un petit peu à voir, quoi. T'arrives à voir qu'il y a un petit truc qui cloche aussi. Après, ça peut produire des belles images aussi. Mais peut-être qu'il faut accepter que ça soit fait par IA. Et je vais juste conclure peut-être également. Alors attendez, pardon, je vois un petit peu ce truc là. Tac. En fait, pour les petits commerces, si ça avait pas été de l'IA, ça aurait été des images stock volées. Oui, c'est un petit peu ça, quoi. Je connais pas une seule personne qui tape dans la com qui a pas vu son chiffre d'affaires baisser depuis 3 ans. Certes, il y a plein de facteurs économiques, mais faut pas être d'élu. Une petite startup il y a 3 ans, elle veut des illus pour son site. Elle a deux choix, stock shot moche ou tu prends une illu. Now 20 balles mid-journée et c'est réglé. C'est évident que c'est désastreux pour les petits artistes en free. Non, mais ça, je suis d'accord évidemment. Mais il y a quand même ce truc où comment dire ça, tu parles des petites startups. Reste que moi personnellement je suis assistant monteur pour plein de boîtes dans la pub et c'est des grosses boîtes et ça continue de rentrer, quoi. Ça continue de rentrer tout simplement parce que c'est une petite, il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à de plus en plus bien comment dire se professionnaliser et à faire de plus en plus de trucs et puis voilà, et c'est quand même ce truc où, comme dit Kiksama, ça remplace les stock shots. Ça remplace les stock shots, ça remplace les images stock, ça remplace effectivement peut-être des petites illus, mais après, est-ce que de toute manière, cette petite startup aurait eu de l'argent pour faire ces illus-là? Je sais pas exactement, quoi. C'est ça le truc aussi. Et je pense que, faut aussi, là on est dans une phase du Far West où il y a plein de gens qui sont en train de jouer avec les IA à gogo,
Et puis voilà. Mais maintenant, je pense que ça va se tasser aussi. Ça, c'est un petit peu mon espoir. Peut-être c'est un espoir un petit peu à la con, mais c'est un petit peu un espoir. Mais voilà. Surtout que Nolan aurait pu utiliser la CGI pour le Joker d'Heath Ledger en 2012, mais a refusé. C'est tombé. Bien sûr. Tout comme il y a eu des utilisations de CGI précédemment dans le cinéma, notamment c'était pour The Crow, pour ressusciter Brandon Lee à cette époque-là, qui avait été tué lors du tournage sans faire exprès. Donc voilà. Mais je voudrais juste conclure, et après je passe au bingo de Thomas Holland, par cette citation du coup de Slurg, qui je trouve résume assez bien également toute cette discussion-là. Les peintres, ils ont réussi à faire des photos en couleur, on est finito. Oui, voilà, c'est pas. Enfin, encore une fois, il y a toujours un retour de toute manière, et ça rejoint ce que disaient certains sur le côté. Oui, quand le numérique est arrivé, tout le monde se disait, ah, mais c'est finito pour l'argentique. Reste qu'il y a une sorte de hype autour de l'argentique aussi, quoi. Donc bon, c'est un petit peu ce truc-là, quoi. Et puis oui, les gens, je pense, se diront, bah ouais, effectivement, là c'est fait par IA, donc c'est un petit peu cheap. Donc à voir. Et là, les images, là encore une fois, les images que je vois là pour le million là avec Christian Clavier, je me dis bah ça fait cheap. J'ai pas envie de voir ce film-là juste parce qu'il y a une innovation technique comme ça. Et puis ça rejoint aussi quelque chose par rapport aux innovations techniques entre guillemets, c'est que s'il y a une innovation technique, ça se tasse à un moment, le fait de se dire que c'est nouveau, quoi, que le fait de voir cette nouveauté là. Et je pense qu'au bout d'un moment, la nouveauté, c'est vraiment quelque chose qui peut... ça peut être des modes qui peuvent vraiment se tasser. Quand on a commencé à faire des films parlants, il y a un moment où ça a commencé à se tasser, parce que ça reposait uniquement sur le fait que ça soit parlant, et où il a fallu commencer à créer quelque chose avec ces films parlants, quoi. Donc bon, mais bref.